Oui, bien, bienvenue à tous pour ce webinaire qui s'intitule Les 5 pouvoirs, les 5 super pouvoirs du leader coopératif. Donc, je suis Delphine Fouché, je travaille pour le MFQM. Donc, le MFQM organise ce webinaire et il sera animé donc, par Nathalie Labarre qui se présentera tout à l'heure. Merci à vous d'avoir accepté de donner de votre temps pour le MFQM. Pour vous présenter le MFQM en quelques mots, c'est un réseau d'entreprises qui est basé à Nantes et qui rayonne sur la région Pays de la Loire. Notre but, c'est d'encourager les entreprises à s'engager dans des démarches d'amélioration et de performance globale. Et donc, pour ça, on a un agenda de rencontres, une quarantaine de rencontres qui est prévu sur toute l'année. Et on organise une quarantaine de rencontres pour encourager les entreprises à partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques sur tous les domaines qui touchent à la performance globale. Donc, on aborde des thèmes comme le management d'équipe, la cohésion d'équipe, l'amélioration continue, les démarches qualité, QHSE plus globalement, la RSE, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre site internet si vous souhaitez en savoir plus sur nos actions et les différentes rencontres que l'on propose. Donc, on démarre cette année avec le webinaire. C'est le premier webinaire de l'année. On en organise à peu près un par mois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner également à notre newsletter pour connaître nos prochaines rencontres. Nathalie, je vous laisse la main et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Delphine. Bonjour à tous. Donc moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Nathalie Labarre, j'habite à Angers depuis longtemps. Je suis formatrice depuis plusieurs années, consultante depuis quelques années. Enfin, depuis moins longtemps. En tout cas, je suis formatrice depuis 2015. Mes outils de prédilection, c'est l'énéagramme, la spirale dynamique, une formation à la communication que j'ai conçue. Et je suis consultante, j'accompagne les organisations, les équipes à implémenter des modes de gouvernance partagés et à utiliser les outils de la coopération qu'on va voir aujourd'hui, enfin dont on va voir une partie aujourd'hui. Voilà, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 enfants. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Comment ça va se passer ce webinaire? Je vais utiliser le principe de la conférence participative, enfin moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que je vais tâcher de faire des séquences assez courtes, enfin de 10 minutes maximum, où je prends la parole. Et ensuite, je vous poserai des questions, enfin je vous laisserai me poser des questions dans le chat. Et voilà, je lirai, et puis peut-être soutenu par Delphine, si je manque une question, voilà, je répondrai à vos questions. Et je vous laisserai également prendre la parole, donc soit pour répondre à une question que j'aurais posée, soit pour témoigner d'expérience, pour partager un avis qui soit, soit un avis qui va dans le même sens de ce que je dis, ou même qui soit divergent. C'est OK, la divergence, c'est vraiment bienvenu dans l'intelligence collective. Donc voilà, je vous donnerai, pour ceux qui le souhaitent, la parole. Donc voilà, en gros, d'essayer ponctuer 1 heure et demie à peu près, ponctuée d'intervention de ma part et d'intervention de votre part. Voilà, donc je vais commencer avec mon partage d'écran et je vais mettre un timer pour respecter les 10 minutes justement. Voilà. Alors tout d'abord le partage d'écran, c'est parti. Voilà, j'ai bien mes 2 fenêtres. Est-ce que Delphine, vous pouvez me faire un signe pour me dire que c'est OK, le partage d'écran? Oui, Ou c'est me bon. dire... Ouais, Ça super. marche. Donc voilà, on reprend le titre du webinaire, les 5 super pouvoirs du leader coopératif. Donc un petit peu pour l'humour, j'ai utilisé des images, alors pour que voilà, ce soit hommes et femmes, hein, j'ai bien pris 2 images différentes voilà, de la vie au quotidien, fixée sur les objectifs, avec en fond voilà, l'intention, le souhait d'être un leader coopératif. Donc justement, on va d'abord se questionner ensemble sur qu'est-ce qu'un leader coopératif. Donc moi, j'ai un point de vue par rapport à ça, mais j'ai vraiment, dans ma manière de voir les choses, je ne pense pas qu'il existe de vérité absolue, et je pense qu'on a chacun une vérité qui nous est propre et qui est intéressante à partager avec les autres. Alors, mon écran me dit que ma connexion est instable. Si jamais on ne m'entend pas bien, Delphine, je vous laisse me dire OK. Tant que c'est bon, c'est OK, mais sinon, si jamais on n'entend pas bien, n'hésitez pas à me le dire. En général, ça va là où je suis, la connexion, mais super, merci.
Donc voilà, qu'est-ce qu'un leader coopératif? Eh bien, j'aimerais bien justement que dans le chat, si vous le souhaitez, pour ceux qui le souhaitent, que vous me donniez votre définition d'un leader. Qu'est-ce que pour vous, alors sans parler de coopératif, mais tout d'abord, qu'est-ce que pour vous un leader? Voilà, ce serait quoi votre définition à vous d'un leader? Par contre, je suis en train de me dire que je n'ai pas accès. Ah si, voilà, la discussion, elle est là. Ok, super. Si vous le souhaitez, inscrire dans le chat en quelques mots, voilà, c'est quoi pour vous un leader? Ensuite, je vous partagerai, je vous proposerai ma définition pour qu'on puisse continuer sur cette base-là. Mais je suis curieuse de vous lire, à défaut de vous entendre, sur qu'est-ce que pour vous un leader? C'est quoi la définition du mot leader? Donc, faire grandir, tirer vers le haut, capable de motiver, embarquer une équipe vers un objectif partagé, entraîner les autres vers un objectif commun, donner le cap à ses équipes, donner le cap, personne qui amène. Un modèle. Ok, ben merci à tous. Quelqu'un d'inspirant qui est à l'écoute de son équipe. Une personne qui rassemble, qui est suivie facilement pour ses idées. Ok, ben merci beaucoup. Il y a plein d'idées intéressantes qui, à mon sens, convergent vers la même définition. En tout cas, dans une vision à peu près commune. Et ben, je vous remercie pour ces définitions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Alors, pour ma part, voici la définition que je vous propose, juste pour qu'on se mette sur la même définition pour le reste de... Mais vous allez voir que ça va à peu près dans la même direction que ce que vous avez dit. Donc pour moi, un leader, c'est une personne inspirée. C'est drôle parce que j'ai vu le mot inspirante. En général, quand on est inspiré, j'imagine qu'on est inspirant. En tout cas, une personne inspirée par des valeurs, des idées, par une cause, par une vision, inspiré par quelque chose qu'il porte et qui a l'élan d'en conduire d'autres, donc d'autres personnes, dans une direction donnée. Joanne, il faudra certainement distinguer le pourquoi, le quoi et le comment, effectivement. Pourquoi, le pourquoi, je pense que ça revient à cette question d'inspirer. Voilà, pourquoi j'agis, pourquoi je suis motivée à agir. Le quoi, qu'est-ce que je souhaite atteindre, qu'est-ce qu'on va chercher à atteindre ensemble, et le comment on y va. Eh bien, merci Joanne pour cette remarque, parce qu'effectivement, le comment, eh bien, c'est pour moi en lien avec justement la notion de leader coopératif. Le mot coopératif ajouté au mot leader, pour moi, on est sur le comment, justement. Comment un leader, il va emmener des personnes fédérées, effectivement. Un leader va emmener des personnes dans une direction donnée, parce qu'il est inspiré par une cause, par des valeurs qui l'animent. Et le mot coopératif va préciser le comment. Comment on va y aller ensemble, parce que l'idée, un leader, il n'est jamais seul, en général, il est accompagné d'autres personnes, et peut-être même d'autres leaders. Et on y va comment vers cet objectif commun? Eh bien, on y va en agissant avec les principes et les outils de la coopération. Alors du coup, ça amène à la question, oui, mais c'est quoi la coopération? C'est pareil, on peut avoir plein de définitions différentes. Alors si on prend le Robert, coopérer, c'est travailler ensemble. Opérer, c'est travailler, faire. Et co, c'est ensemble. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, eh bien, je vous propose ce schéma pour les 5 minutes qui me restent de ma séquence. Le schéma de la coopération, alors je ne sais pas si vous le connaissez, enfin, celui-ci, il est mis aux couleurs de mon collègue Yanis et moi-même, voilà, on l'a co-créé. C'est inspiré de la croix de Barry Hart. Je suis contente d'avoir trouvé la référence parce que je proposais ce schéma depuis des années et il n'y a pas longtemps, on m'a donné la référence de base. J'étais contente de pouvoir nommer cette personne, lui rendre hommage. Alors, la coopération. Donc, ce petit schéma explique ce qu'est la coopération, surtout en expliquant ce que n'est pas la coopération. Donc, à savoir la compétition, le retrait et l'accommodement. Donc, pour expliquer ça, on part de 2 axes différents qui sont l'axe de l'efficacité, où je suis centrée sur mes besoins, mes idées, mes objectifs, et l'axe de la convivialité, la relation à l'autre. En général, on a tous, enfin vous me direz après en commentaire, mais en général, on a tous une tendance à être centrés soit sur l'efficacité, soit sur la relation à l'autre.
Enfin, c'est rare qu'on se préoccupe pas du tout de l'autre axe, mais on a tous une tendance à préférer, à être plus centré sur un des deux axes. Par exemple, moi, dans le travail, j'ai tendance à être plus centré sur l'efficacité. Je vais d'abord faire attention à ça, et ensuite, je ferai attention à ma relation avec les autres. Et ça peut être vraiment différent dans le privé, ça va être vraiment l'inverse pour moi. Je vais vraiment être très centrée sur la relation à l'autre, mais dans le travail, dès que je suis en posture de travail, eh bien, je suis concentrée, objectif, atteindre des objectifs, efficacité, voilà. Et donc, du coup, quand on est très porté sur l'efficacité et moins porté ou peu porté sur la relation à l'autre, eh bien, on se retrouve dans le cadre en haut à gauche, qui est la compétition. Donc, pour rire, on a utilisé des petits animaux qui figurent bien. Voilà, c'est le côté requin. Là, la personne qui est dans la compétition, souvent, par exemple, quand elle joue aux jeux de société, elle veut gagner, quoi. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Les personnes qui sont plutôt centrées sur la relation à l'autre, quand ils jouent à un jeu de société, ils vont chercher à passer un moment de convivialité avec l'autre. Mais les compétiteurs, dans l'âme, eh bien, ils veulent gagner. Et donc, du coup, dans le milieu professionnel, ça va être en général des personnes qui ont plein d'idées, qui sont assez créatifs au niveau des idées. Ils ont plein d'idées de comment on peut arriver à atteindre les objectifs. Ils cherchent souvent à faire passer leur solution. Ils sont branchés, enfin, ils sont connectés à leur solution, donc ma solution. Dans leur énergie, c'est contre, parce qu'il y a leur solution, mais il y a aussi les solutions proposées par d'autres. Et donc, du coup, en général, c'est mon idée ou ton idée. Il y a vraiment un ou entre les deux. Et donc, dans l'énergie, c'est plutôt contre. Et dans le système, il va y avoir un gagnant, c'est celui dont la solution va être appliquée, et il va y avoir un perdant. Voilà. Ça peut être au sein de l'équipe, ça peut être à l'extérieur aussi, si on est dans une organisation dans le secteur marchand où il y a de la compétition de toute façon. En tout cas, il y a vraiment cette envie de gagner, et quand il y a un gagnant, il y a un perdant. Le petit cadre que vous voyez en haut, là, ici, à gauche, on voit l'équation. En fait, il y a des équations qui sont présentes en haut, dans les deux domaines compétition-coopération, où on prend en compte l'efficacité. Donc, dans le meilleur des cas, dans la compétition, on fait du 1 plus 1 égale 2. Deux leaders, deux compétiteurs vont s'associer et associer leurs forces, et on va faire dans le meilleur des cas du 1 plus 1 égale 2. On va assembler nos forces et on va donner du 1 plus 1 égale 2. Sinon, la plupart du temps, ce qui se passe, on fait du 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire ma solution, je cherche à la faire passer en force, et donc du coup, c'est soit toi, soit moi, de toute façon, il n'en reste qu'une seule. Ou alors, eh bien, on est dans un rapport de force qui crée de la stagnation, et là, on fait du 1 plus 1 égale 0. Et malheureusement, si ces ambiances perdurent et qu'on n'arrive pas à en sortir, eh bien, on peut perdre une personne dans l'équipe parce qu'on peut épuiser des personnes avec ces jeux-là, ou créer des tensions, des conflits, et donc du coup, il peut y avoir des arrêts, enfin voilà. Voilà, le schéma vraiment dramatique, c'est -10, où là, il y a vraiment, on a une perte d'efficacité globale, tout un service qui ne fonctionne plus, parce qu'il y a un gros blocage entre deux personnes qui sont en compétition, par exemple. Donc ça, c'est pour l'aspect négatif, mais si on retient l'aspect positif de la compétition, parce qu'on va voir, je vous expliquerai, on a tous une tendance naturelle. Moi, ma tendance naturelle, elle est dans la compétition. Eh bien, l'aspect positif, c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie à mettre dans les projets, qui sont présents, qui sont motivés et qui ont beaucoup d'idées à apporter au collectif. La position en bas, c'est la posture du retrait. Là, c'est des personnes. Donc, c'est une posture qu'on a tous eu à un moment donné professionnellement, dans une réunion, quand on est préoccupé par autre chose, on n'est pas vraiment présent, on est en retrait. Mais il y a des personnes qui ont une posture globale de retrait parce qu'elles ne souhaitent pas jouer au jeu de la compétition, ça crée trop de tension, voilà. Et elles ne sont pas non plus connectées à la relation à l'autre, en fait. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour elles. Et donc, du coup, en général, elles sont dans une posture de retrait. Elles n'apportent pas de solution. Au niveau de l'énergie, on est 100. J'ai fini mes 10 minutes, je termine mon schéma. Et là, on est dans le perdant-perdant, puisque de toute façon, il n'y a pas de solution à apporter. Le côté positif de cette posture-là, c'est une position de recul qui, en général, amène beaucoup de calme et qui amène de l'apaisement dans les équipes. La posture en bas à droite, c'est la posture de l'accommodement. Donc là, c'est le nounours qui est utilisé. Donc, c'est des personnes pour qui la relation à l'autre compte vraiment, mais qui ne sont pas très branchées sur l'axe de l'efficacité. On a tous ces moments où, même en réunion, on est dans un esprit léger, on a envie de rigoler, ou alors on a envie de savoir, d'avoir des nouvelles d'un collègue qui vient d'avoir un bébé. Et puis, enfin voilà, on est préoccupé sur la relation à l'autre, mais plus trop sur l'objectif global. Et là, en fait, c'est des personnes qui vont dire oui aux solutions apportées par les personnes du haut du schéma.
Et donc, c'est oui, je suis pour votre solution. J'ai envie de faire en sorte que ça se passe bien, je vais essayer de faire en sorte d'apporter une ambiance légère, de régler les tensions, les conflits, voilà, d'être vraiment branché sur le relationnel. Et là, en fait, moi, je suis perdant parce que je n'apporte pas mes solutions, je ne m'affirme pas dans mes besoins, ou pas suffisamment en tout cas, et l'autre sera gagnant. Alors, la posture de coopération, justement, j'en arrive à ma fameuse définition de la coopération. La coopération, ça va être de prendre en soin l'efficacité et en même temps la relation à l'autre. Alors, on n'est jamais dans une posture idéale où on est... Enfin, voilà, en tout cas, l'objectif, ce serait d'être ici, tout en haut à droite du schéma, d'être très fort sur l'axe de l'efficacité et très fort sur l'axe de la convivialité. En vérité, on oscille, voilà, il y a des moments où on va plus se centrer sur l'objectif, d'autres moments plus sur la relation, parce qu'il y a une personne qu'on a besoin, ou il y a un conflit qu'il faut gérer, parce qu'il y a des conflits, il y en a toujours. Mais l'idée, en fait, c'est de faire attention aux deux. Et comment on fait ça? Eh bien, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas une posture qui est naturelle. Autant les trois autres sont des tendances naturelles. Selon moi, vous me donnerez votre avis après, la coopération, c'est une posture qui se travaille, en fait. Et comment ça se travaille? Eh bien, tout d'abord, en élaborant un cadre de sécurité. Donc, c'est essentiellement ce qu'on va voir aujourd'hui pendant le webinaire. Mais aussi en travaillant sur la gouvernance, et faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'on soit dans une posture d'équivalence et qu'il n'y ait plus de jeu de pouvoir, pour éviter toutes les tensions, les conflits, pour éviter la compétition, etc. On se dote d'outils pour activer l'intelligence collective et on travaille chacun. Du coup, ça nous fait, enfin, c'est plutôt la conséquence, ça nous fait bouger chacun sur notre posture. Donc, c'est la girafe qui est utilisée comme en communication non violente, comme animal symbolique. Là, on est dans la recherche de notre solution et qu'on va co-créer ensemble. Dans l'énergie, on est avec. C'est le fameux ensemble, travailler ensemble de la coopération. Et on est dans la recherche de solutions gagnant-gagnant, où personne ne sera mis de côté. Et donc l'équation, la belle équation, c'est 1 + 1 = 3, parce qu'en activant l'intelligence collective, on arrive à des solutions qui sont plus intelligentes que la somme des solutions que chacun pourrait apporter. Et voilà pour ce schéma, je le laisse pour l'instant en écran partagé. Et juste, je vous montre, je vous pose la question suivante. Donc, soit vous répondez dans le chat, ou alors vous pouvez lever la main si vous préférez prendre la parole. Vous avez tous normalement le petit bouton réaction. Enfin, en tout cas, moi, sur mon ordinateur, il y a réaction, lever la main. Donc, voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces différentes postures? Est-ce que ça vous parle? Voilà. Est-ce que c'est des choses que vous constatez bien dans vos équipes de travail, pour vous-même, pour les autres? Et est-ce que vous avez envie de témoigner? Voilà, un écran partagé. Donc, il y a beaucoup de oui qui arrivent dans la conversation, donc apparemment, c'est parlant. Effectivement, la posture change en fonction des situations. Oui, je le reprécise, effectivement, que je pense qu'on a une tendance naturelle. En tout cas, je vois souvent, je me vois et je vois les gens autour de moi avoir quand même une tendance globale naturelle se mettre en place, mais ça va dépendre des situations, ça va dépendre des projets, ça va dépendre des moments, ça va dépendre des organisations et de à quel point on est, enfin voilà, on est motivé par le projet de l'entreprise et par le projet de l'équipe. Donc ça va dépendre de pas mal de choses. Cela rejoint mon profil MBTI. Ah, c'est intéressant ça. Concernant votre question, je ne sais pas si c'est naturel, mais ce n'est pas appris dans nos parcours formants où le critère de travail équipe-coopération n'est jamais évalué. Nous avons des évaluations individuelles. Effectivement, ouais, c'est intéressant. Oui, il y a les entretiens individuels de fin d'année ou tous les 2 ans, je crois, mais il n'y a pas d'entretien de coopération. Ça me parle tout à fait, surtout dans les démarches d'innovation, cette posture est indispensable. En tout cas, elle est confortable. Voilà, quand on la met en place, effectivement, la coopération, c'est plus confortable que les autres qui se percutent bien souvent. On s'adapte aussi aux personnes, effectivement. Demande un peu de travail et effectivement moins naturel. Oui, merci pour cette remarque. J'ai oublié de préciser, parce que je présente souvent la coopération sous un aspect très positif. Mais il y a l'aspect difficile, en fait, l'aspect compliqué de la coopération, c'est que c'est pas naturel, donc ça demande du travail et du temps surtout. Souvent, voilà, ça demande une ressource temps qui est assez importante. Il faut y consacrer du temps en formation, en accompagnement,
en auto-formation éventuellement, mais en tout cas, il faut y consacrer du temps, de la rigueur, parce qu'il y a souvent des outils à mettre en œuvre, et les outils, idéalement, ils marchent bien quand ils sont appliqués, enfin, quand les processus sont respectés. Et ça va mettre du temps à se mettre en place. Il peut y avoir justement un leader coopératif, donc une personne qui a envie d'emmener les autres vers cette coopération, en utilisant les outils de la coopération, qui est très motivée. Moi, j'en ai vu plusieurs dans nos parcours de formation, qui étaient très motivés pour emmener l'équipe, mais qui, parce que la personne était très motivée, avait envie d'aller vite, eh bien, des fois, voilà, ça peut démotiver, décourager en cours de route, alors qu'en fait, c'est des processus qui sont longs et lents en fait, à se mettre en place. Effectivement, quelle formation en termes de formation initiale ou continue dans les différents parcours? Eh ben, il n'y en a pas de proposer, il faut aller les chercher. En fait, c'est vraiment une démarche personnelle parce que ou alors ça le sera de plus en plus. J'entends quand même dans des écoles de commerce, dans des écoles de management, l'école de management, pardon, surtout, qui a de plus en plus, on parle d'intelligence collective, on en parle de plus en plus, et puis il y a même un effet mode un petit peu. Mais l'idéal, ce serait que ça perdure et que ça devienne quelque chose qui soit automatique, en fait, comment c'est proposé. Comment les compétiteurs ou autres peuvent changer de posture s'ils n'en ont pas conscience et ne veulent pas changer? Question intéressante. Ça va être en utilisant un des pouvoirs que je vais présenter tout à l'heure, qui est le pouvoir d'expression, et d'oser dire, si on souffre en fait de la posture, si une personne est vraiment dans la compétition, je me rappelle d'une scène que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, voilà, avec une personne vraiment dans cet esprit de compétition qui était incapable d'entendre ce que j'avais envie de proposer et qui était vraiment dans vouloir imposer ma solution. Ce qui n'est pas évident, c'est que c'est des personnes qui, en fait, si elles agissent, une personne qui est vraiment dans la compétition, c'est une personne qui est très motivée, qui peut être idéaliste, qui a vraiment, qui est très, très, comment dire, concernée, en fait, par l'objectif, par le projet en cours. Et elle arrive avec une énorme motivation, et en général, il y a un leadership fort, en fait, chez certaines personnes, qu'on a envie de suivre, qui peut être inspirant au début. Mais après, effectivement, elle manque d'ouverture et d'écoute, et qu'elle est tout le temps dans vouloir imposer sa solution, ça peut être douloureux. Et dans ce cas-là, moi, je ne vois pas d'autre solution dans un premier temps que d'exprimer, de demander en fait un espace de parole pour exprimer, en reconnaissant et en valorisant ce que la personne amène, mais en expliquant qu'il y a des aspects positifs, mais que les aspects négatifs sont mal vécus en fait par une personne ou par l'équipe, et en fait, idéalement, après, il faut proposer des alternatives, c'est-à-dire proposer justement des manières de prendre des décisions ensemble, de faire des tours de parole, de ne pas se couper la parole. Enfin, voilà, en tout cas, les 5 pouvoirs que je vais présenter juste après, à mon sens, répondent bien à ce qui peut être proposé concrètement à une personne qui serait beaucoup dans la compétition. Est-ce que, si c'est OK pour vous, si vous n'avez pas d'autres questions ou réactions, je vais continuer. Hop. Je ne vois pas de main qui se lève. Delphine, n'hésitez pas à me dire hein, si je loupe une demande de prise de parole. Alors, je me remets 10 minutes pour me cadrer dans la conversation. Trop d'énergie du leader peut mettre une pression non souhaitée sur les équipes. Je ne sais pas si nous en parlerons. Effectivement, c'est un petit peu dans ce que je viens de dire. Trop d'énergie, pour moi, c'est une personne qui serait dans la compétition, c'est-à-dire vraiment très concernée par l'axe de l'efficacité. Et effectivement, si ça coïncide avec une non prise en considération de l'impact qu'a trop d'énergie sur l'équipe ou sur une personne ou sur un ensemble de personnes, eh bien, ça crée quelque chose de douloureux. Les postures compétition, retrait et accommodement, quand elles sont figées un peu à outrance, ça génère toujours des problématiques, en fait, des tensions, des conflits. Et la coopération, si on prend le temps de l'installer, parce que comme je disais, c'est long à mettre en œuvre, eh bien, ça résout énormément de problématiques, en fait. Et on gagne beaucoup d'énergie, justement. Parce qu'on perd beaucoup d'énergie dans les conflits. Alors, donc, je continue. Alors, comment créer de la coopération, justement? Eh bien, je me posais la question, c'est une question que je me pose toujours. Est-ce qu'on agit sur le système ou est-ce qu'on agit sur les personnes? Sachant que le système est composé de personnes. C'est-à-dire, est-ce qu'on va former des individus ou des groupes d'individus? Est-ce qu'on agit
Est-ce qu'on demande aux personnes en fait, de changer de système de croyance, de changer de posture, de travailler sur eux, de faire du développement personnel, etc., pour qu'ensuite ça influe sur le système? Ou alors est-ce qu'on agit sur le système en mettant en place de nouveaux processus, en mettant en place une nouvelle gouvernance qui ensuite aura un impact sur les personnes? Aujourd'hui, je crois que l'idéal, c'est de faire les deux en parallèle, ou alors l'un après l'autre, mais en tout cas d'agir vraiment sur les deux. Quand on agit sur le système, c'est-à-dire quand on agit sur la gouvernance, qu'on fait en sorte de créer de l'équivalence, de sortir des jeux de pouvoir, de prendre des décisions ensemble, eh bien, ça va avoir un impact au final sur les personnes. Et quand les personnes changent leur posture intérieure, se forment et modifient leur manière de voir les choses, eh bien, ça finit par avoir un impact sur le système. Mais travailler que sur l'un ou l'autre, à mon sens, manquerait d'efficacité. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas dans le chat, je ferai attention à lire vos commentaires par rapport à ça. Alors, comment agir sur le système et sur les personnes? Eh bien, on va aborder un point aujourd'hui. Donc, si je reviens juste vite fait en arrière sur le schéma de la coopération, on a vu que pour mettre en place la coopération, il faut créer un cadre de sécurité qui est figuré là, agir sur la gouvernance, se doter d'outils, travailler sur la posture. Donc là, aujourd'hui, je vais vous donner ce qui est pour moi un excellent cadre de sécurité. C'est quoi un cadre de sécurité? Quand je suis en formation, je commence toujours par poser le cadre de sécurité, où je demande aux personnes de quoi avez-vous besoin pour vous sentir en sécurité pendant la formation. Parce que la sécurité, c'est vraiment un besoin de base. Sans lui, on ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà. Ensuite, la sécurité amène la liberté d'expression. Enfin voilà. En tout cas, la base, c'est vraiment la sécurité. Donc pour créer de la coopération, il faut que les personnes se sentent en sécurité les unes avec les autres. Sans cette sécurité, il n'y a pas de coopération. Donc du coup, l'idée, c'est en groupe de créer le cadre dans lequel chacun d'entre nous se sent en sécurité. Donc, on termine toujours un cadre de sécurité par demander à chacun de quoi il a besoin pour se sentir en sécurité, et chacun va dire de quoi il a besoin. Mais moi, je commence toujours par poser un cadre de base qui est inspiré de la sociocratie. Donc, la sociocratie, c'est une méthode de gouvernance qui a été mise au point par M. Hindenburg aux Pays-Bas au XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la sociocratie, j'en parlerai un tout petit peu au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, ce cadre de sécurité, il est inspiré. Et voici ce cadre de sécurité. Donc, voici les 5 pouvoirs que je vais détailler pendant l'heure qui nous reste. Donc, ce cadre de sécurité, eh bien, en fait, on va donner à chacun des membres d'une même équipe des pouvoirs, des super pouvoirs, pour que chacun puisse devenir un leader coopératif. Parce qu'en coopération, eh bien, l'idée, c'est qu'on soit tous des leaders coopératifs, qu'on ait tous un pouvoir d'écoute, c'est-à-dire le pouvoir de s'écouter soi-même, le pouvoir d'écouter l'autre, un pouvoir d'expression. On dote chacun de la possibilité de s'exprimer avec authenticité et responsabilité. On dote chacun d'un pouvoir de proposition. Voilà, quand on a un besoin qui est insatisfait, eh bien, on donne à chacun la possibilité de faire en sorte de satisfaire ses propres besoins. On donne à chacun un pouvoir d'objection, c'est-à-dire s'il y a une situation qui dépasse les limites d'une personne, eh bien, on dote cette personne du pouvoir de dire stop à cette situation, et ce stop est toujours pris en considération. Et enfin, on donne à chacun un pouvoir de solidarité pour que chacun puisse aider les uns et les autres à satisfaire leurs besoins et à respecter leurs limites. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail pour l'instant. J'ai bien mis le timing, ouais, c'est bon. Parce que je vais détailler au fur et à mesure chacun de ces 5 pouvoirs. Donc, concrètement, moi, en formation ou quand j'accompagne des groupes, eh bien, je leur propose de créer un cadre de sécurité pour tout le temps qu'on passera ensemble, et je les invite ensuite à continuer à nourrir ce cadre de sécurité ensemble. Donc, je pose ces 5 pouvoirs, je vérifie que personne n'ait d'objection à les utiliser. Je n'ai jamais entendu une personne qui avait une objection, parce qu'en général, c'est assez confortable. Et je prends le temps de les expliquer, bien sûr, et ensuite, je demande aux personnes de quoi, en plus de cela, avez-vous besoin pour vous sentir en sécurité. Et je l'écris et je note chacun. Souvent, dans les formations, par exemple, il y a un besoin de confidentialité qui est exprimé. Pour vous donner un exemple. Alors, le pouvoir d'écoute. Comment utiliser et comment faire en sorte que chacun puisse utiliser son pouvoir d'écoute? Eh bien, il est en deux possibilités. D'abord, il y a l'écoute de soi. En fait, l'invitation, c'est que pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir m'affirmer, pour pouvoir prendre ma place dans l'équipe et pouvoir exprimer mes besoins, donner mes idées, etc., eh bien, j'ai d'abord besoin de pouvoir m'écouter moi-même.
Donc, je rappelle ici l'écoute de soi. Donc, soit on peut s'écouter soi-même, mais on peut aussi parfois avoir besoin d'être écouté. C'est vraiment un besoin important. Et donc, je renvoie à chacun la responsabilité de faire cette demande, en fait. Quand, euh, quand le besoin s'en ressent, soit un collaborateur avec son manager, mais ça peut être aussi son manager avec son supérieur hiérarchique, ou ça peut être aussi une écoute qu'on peut utiliser à l'extérieur de l'organisation, hein, bien sûr, auprès d'une amie ou d'une personne, mais en tout cas, je vous invite à vraiment prendre conscience des fois, juste d'être écouté, ça fait un bien fou. Et peut-être que certains utilisent beaucoup ce pouvoir, mais peut-être que d'autres n'y pensent pas suffisamment. En tout cas, voilà, j'avais juste envie de rappeler que le besoin d'être écouté, et aussi notamment les chefs d'entreprise qui... on attend beaucoup d'eux d'être écoutés. Enfin, voilà, il y a beaucoup de collaborateurs qui attendent de leur chef d'être écoutés, mais lui aussi, en fait, a besoin d'être écouté. Donc voilà, j'invite vraiment chacun à se rappeler et à utiliser ce pouvoir d'écoute de soi et de demander à être écouté à l'extérieur. Le petit schéma qui est juste à côté, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et il figure très bien quelque chose qui aide beaucoup à l'écoute de soi à soi. C'est d'utiliser, de commencer sa phrase par « une part de moi est » ou « une part de moi se sent »,« une part de moi pense que ». Ça permet vraiment en fait d'entrer de mettre du lien d'écouter son monde intérieur en fait. Voilà, pour vraiment être dans l'écoute de soi-même et pouvoir s'exprimer et s'affirmer avec justesse dans la relation à l'autre, dans son équipe, etc. Eh bien, l'idée, c'est de se rendre compte qu'il y a un monde à l'intérieur de nous, comme il y a un monde à l'extérieur de nous, avec plein de personnalités différentes, eh bien, en fait, il y a un monde à l'intérieur de nous, et on n'est jamais totalement une seule part. En fait, il y a plusieurs parts. Et des fois, les parts sont vraiment en contradiction. Des fois, il y a une part de nous qui est enthousiaste à l'idée de participer à tel projet, et en fait, il y a une autre part de nous qui a un petit peu peur, ou il y a une part de nous qui est fatiguée, qui n'a plus envie. Et le fait d'aller avec finesse comme ça, faire témoigner, faire parler ces différentes parts de soi, eh bien, ça permet de prendre des décisions qui vont être plus justes. Voilà, en tant que leader coopératif, l'idée, c'est de coopérer aussi avec les différentes parts à l'intérieur de soi. Donc voilà, c'était une invitation quand vous vous exprimez, d'essayer de faire parler les différentes parts, ou au moins deux parts. Souvent, il y a deux parts en fait qui s'opposent un petit peu à l'intérieur de nous, et on a tendance à en privilégier l'une plus que l'autre, alors qu'en fait, si on écoute les deux, on prendra des décisions plus justes pour nous-mêmes. Je regarde combien de temps il me reste. Et je vais terminer avec l'écoute de l'autre. Donc du coup, ce fameux premier pouvoir d'écoute, eh bien, de manière très concrète, on peut l'utiliser en s'efforçant de ne pas couper la parole. Ça, c'est quelque chose que je vois encore très régulièrement dans toutes les équipes que j'accompagne, partout. C'est le fait de se couper la parole. Souvent, quand on est enthousiasmé par une conversation, soit quand on est dans le plaisir de la relation à l'autre, pour l'axe de la convivialité, ou alors qu'on est très branché sur l'objectif et qu'on a plein d'idées à partager, eh bien, surtout les extravertis, pour ceux qui connaissent le MBTI, la différence introverti-extraverti, les extravertis ont tendance, je sais parce que j'en suis une, à couper facilement la parole à l'autre, parce qu'ils ont envie de témoigner de ce qui se passe à l'intérieur d'eux à ce moment-là. Et voilà. Et du coup, je ne dis pas de toujours s'efforcer de ne jamais couper la parole, enfin voilà, mais idéalement, en équipe, si on veut créer l'intelligence collective, on se force, au début on se force et après on prend plaisir à créer des espaces où on s'empêchera de couper la parole à l'autre, où il y a vraiment un animateur qui est là, qui a été nommé par l'équipe et qui est là pour faire en sorte qu'on ne se coupe pas la parole, que chacun puisse prendre son tour de parole, que ce ne soit pas toujours les extravertis qui monopolisent l'espace de parole, mais que les introvertis aient également accès en donnant la parole avec un bâton de parole ou un animateur qui répartit la parole et qui fasse en sorte que tout le monde puisse s'écouter et surtout en s'efforçant de ne pas couper la parole. Et en fait, quand on fait ça, quand on écoute vraiment l'autre, eh bien, on accepte l'influence positive de l'autre. C'est-à-dire, on accepte de modifier son avis, de changer d'avis, d'être influencé. Et en fait, comme on est en train de créer de la sécurité, on n'a plus peur de la manipulation. Mais par contre, on accepte l'influence de l'autre et on accepte de changer d'avis en cours de route, sans pour autant renier nos valeurs et en prenant en compte nos besoins et nos limites, bien sûr, mais en écoutant réellement l'autre, eh bien, on se rend compte qu'il a des choses très intéressantes à dire lui aussi. Et du coup, on peut accepter de se laisser influencer par lui.
Voilà pour le pouvoir d'écoute. Je vérifie, ouais, ensuite on passe au pouvoir d'expression. Alors, je m'arrête un instant pour vous demander peut-être, je vais arrêter le partage d'écran, soit dans la discussion, soit si vous voulez prendre la parole, de témoigner de, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ce pouvoir d'écoute? Est-ce que vous écoutez vous-même, c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Demander de l'écoute à quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose une stratégie que vous utilisez régulièrement pour satisfaire ce besoin d'écoute? Est-ce que pour vous, c'est difficile de ne pas couper la parole? Est-ce que vous ne supportez pas quand vous coupez la parole? Enfin voilà, est-ce que ce pouvoir d'écoute, comment il vous parle? Comment vous l'utilisez? Quelles sont les difficultés éventuelles que vous rencontrez? Et puis également, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas dans le chat. Je vois que ça vous laisse pensif. Très difficile à mettre en œuvre à distance. Oui, ça vient d'être posté. À distance, en tout cas, en ce qui concerne les tours de parole, c'est possible de le mettre en visio. Alors, je ne sais pas si c'est... Enfin, je ne suis pas sûre de comprendre quelle était la réaction, mais... Vous voulez que je l'exprime à l'oral? Oui, ok, super, merci. En fait, c'est simplement que moi, je fais des ateliers à distance et j'en faisais avant beaucoup en présentiel. Et en présentiel, ça posait pas de problème parce qu'on met des règles de vie au début des ateliers et tout le monde était en accord. Ce qui est difficile à distance, c'est que pour avoir une discussion plus naturelle, ben, il y a des temps où les gens vont se mettre à parler en même temps. Donc, ça crée des blancs, ça crée des malaises qui ne sont pas voulus forcément par les personnes, mais qui font que l'écoute de l'autre, elle est perturbée par ça. Hmm. Donc Oui, ça, c'est une difficulté que j'ai trouvée avec le fait qu'on soit à distance, c'est-à-dire par visio. D'accord. Bah, la visio, oui, c'est un grand sujet. Hein. C'est sûr que au niveau de la communication, il y a plein de parasites qui font que c'est très compliqué. Moi, j'essaye quand j'anime des formations ou des ateliers en visio d'être encore plus, comment dire, encore plus ferme sur le cadre, justement parce qu'on est en visio et que c'est encore plus important de ne pas se couper la parole et de... Voilà, donc ça demande une forme de rigueur, en fait, le leadership coopératif, parce qu'il y a des process à appliquer qui vont garantir la sécurité de chacun, l'expression de chacun. Et du coup, ça demande de passer par cette posture de, bah, voilà, je pose un cadre et je fais en sorte qu'il soit respecté. Ouais. Ouais. Et c'est pas toujours bien accepté, c'est sûr, par des personnes qui... souvent, en fait, l'argument qui est apporté par des personnes qui ne veulent pas qu'on s'impose des tours de parole ou qu'on s'écoute ou qu'on s'empêche de se couper la parole, ça va être de dire, bah oui, mais c'est pas naturel. Et, et effectivement, tout changement, au départ, n'est pas du tout naturel. Tout ce qu'on a essayé de changer dans notre vie, à un moment donné, au début, on se sent gauche, on n'est pas à l'aise, mais au bout d'un moment, la nouvelle habitude s'installe et devient naturelle, en fait. Donc, c'est juste l'accompagnement du changement qui peut être, qui est un moment sensible. Et du coup, ça demande à la fois d'être centré sur son objectif, si je reprends le schéma du leader coopératif, là, centré sur son objectif, c'est-à-dire moi, c'est important pour moi de créer vraiment de la sécurité, et donc du coup, je vais être ferme sur les processus, et en même temps, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans la relation à l'autre, de ce qui se passe chez les personnes, et de laisser s'exprimer, de laisser aussi de l'espace de parole pour les frustrations, pour les mécontentements, et de les accueillir, en fait, parce que ça fait partie du processus de changement qui est toujours inconfortable, en fait. En tout cas, merci pour ce... Oui, Frédéric, vous vouliez reprendre la parole? Ah non, je croyais. Je suis consciente de ne pas toujours bien écouter. Pour les extravertis, c'est plus compliqué. Les visions imposées par le télétravail ont beaucoup amélioré les choses pour favoriser la prise de parole. Des fois, oui, effectivement, à l'inverse, ça favorise parce que du coup, on se cadre plus facilement, en fait, justement. Parce qu'on est en visio et que ça va être parfois plus simple même qu'en présentiel. Il m'arrive de couper la parole par crainte d'oublier ce que j'ai à dire et réponse à ces propos. Effectivement, il y a souvent quand on a envie de couper la parole, quand on a l'élan et qu'on le fait spontanément, c'est pour les extravertis le fait de vouloir verbaliser, en fait, parce qu'un extraverti élabore sa pensée en verbalisant directement.
Et aussi, quand on a peur d'oublier, moi souvent en atelier, quand je vois quelqu'un qui a envie de prendre la parole parce qu'il a envie de dire quelque chose, je lui dis bah, note sur un papier pour ne pas oublier justement. J'invite à chacun à avoir un papier et un crayon pour bien noter ses idées, pour ne pas les oublier, parce que ça peut être très frustrant. Si on est le 5e du tour de parole et qu'on a oublié ce qu'on voulait dire, effectivement, c'est important de noter ses idées. Et des fois, on a une réponse directe à apporter. Et je ne vous l'ai pas dit, mais pour utiliser le pouvoir d'écoute en coopération, on peut utiliser les gestes. C'est-à-dire qu'on peut inviter notamment les extravertis à réagir avec des signes. Par exemple, pour dire « je suis d'accord avec ce qui est en train d'être dit »,« je ne suis pas d'accord ». Si on a une réponse directe à apporter, on peut lever la main, qui va être très rapide. Ça veut dire ça me fait réfléchir. Je viens d'avoir, ça me fait vraiment beaucoup réfléchir. Là, je suis influencée positivement par ce que j'entends. Je vais faire une pause technique. Enfin, voilà, il y a plein de gestes comme ça qu'on utilise pour éviter de se couper la parole, mais en même temps pour participer, pour témoigner de ce qu'on est en train de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Commencer une réunion en demandant comment les gens se sentent se fait assez simplement, mais savoir comment s'adapter ensuite en fonction des réponses, c'est plus difficile. Oui, effectivement, les rondes d'ouverture en début de réunion, ça c'est vraiment un des outils de la coopération. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je peux juste le dire à l'oral. Commencer toute réunion par une ronde d'ouverture où chacun dit comment il se sent, ce avec quoi il vient, parce que ça donne des renseignements précieux sur la suite de la réunion. Parce que si une personne a le visage fermé pendant toute la réunion, si elle nous explique pourquoi en début de réunion, ou juste dire « je me sens pas bien », et ben au moins on a une information et on sait comment la traiter. Sinon, en fait, on part dans plein d'idées et on ne sait pas comment interpréter. Et la ronde de clôture en fin de réunion ou en fin de formation, enfin voilà, en fin de temps ensemble, eh bien, ça permet d'évaluer le temps qu'on a passé ensemble, justement pour toujours, dans une démarche d'amélioration continue, de toujours dire ben, là j'ai aimé l'animation, c'était fluide, ou alors au contraire c'était difficile aujourd'hui, il a manqué ça, je suggère que la prochaine fois on fasse ça. Donc voilà, toujours évaluer les temps qu'on a passés ensemble en toute authenticité. S'adapter en fonction des réponses, c'est plus difficile, oui, effectivement. En général, voilà, selon moi, quand on a une réunion, un ordre du jour, on respecte l'ordre du jour. Et, sauf s'il y a un point vraiment ultra urgent et que tout le monde est OK pour le rajouter, mais sinon, l'idée de la ronde d'ouverture, pour moi, c'est pas de s'adapter en fonction de ce que les gens ce que les gens apportent en début de réunion, c'est d'avoir des informations pour pouvoir gérer le relationnel au mieux pendant la réunion, en fait. Voilà, en parlant du timing, j'ai un œil sur le timing et je vais continuer, sauf si vous avez une question ou l'envie de prendre la parole par rapport à ce pouvoir d'écoute. Merci. Ok, bah si c'est OK pour vous, je me remets 10 minutes et je vais repartager mon écran. Il n'est pas partagé là, mon écran? Non, oui, c'est bon. Hop. Alors, on va passer au deuxième pouvoir. Donc, on vient de voir le pouvoir d'écoute et on va passer ensuite au pouvoir d'expression. Donc, c'est vraiment très important si on veut être un leader coopératif et être entouré de leaders coopératifs, en tout cas inviter nos collègues, nos collaborateurs, nos collègues à devenir eux aussi des leaders coopératifs pour qu'ensemble on active l'intelligence collective et qu'on soit vraiment dans la coopération. Eh bien, c'est de doter chacun d'un pouvoir d'expression. La possibilité de se dire, en fait. Voilà, il faut pour ça créer des espaces. Et comment on va s'exprimer? Eh bien, on va s'exprimer pas de n'importe quelle manière. Parce qu'en fait, pouvoir d'expression, ça peut vouloir dire, si je trouve que mon collègue fait n'importe quoi, qu'il est incompétent, je vais aller lui dire. En fait, non, c'est pas cette expression-là, c'est pas dire tout à n'importe qui, à n'importe quel moment. Comment on s'exprime en coopération pour créer de la sécurité entre nous et donc pouvoir être efficace et avoir de bonnes relations? Eh bien, on s'exprime avec authenticité. Donc, c'est important de dire ce qu'on a à dire, d'éviter les non-dits. Il y a beaucoup de non-dits en général. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez naturel, assez naturellement mis en place par les êtres humains pour éviter des conflits, pour éviter des tensions, pour éviter des problèmes. On va se retenir de dire. Enfin, ça dépend des types de personnalités. Il y a des personnes qui, au contraire, vont tout le temps oser dire ce qu'elles ont sur le cœur et parfois de manière un peu trop forte. Mais il y a d'autres types de personnalités, plusieurs types de personnalités qui n'osent pas dire par crainte comme je disais, du conflit, des problématiques, etc. Et donc l'invitation en coopération, c'est vraiment, comme je viens de dire par exemple pour la ronde de clôture, à chaque fin de réunion, on évalue la réunion et on se dit avec authenticité, est-ce que j'ai bien vécu ce temps ou est-ce que je l'ai mal vécu? C'est vraiment très important, en fait, de témoigner de ce qu'on vit, de ce qui se passe et de ce qu'on apprécie et de ce qu'on n'apprécie pas pour créer de la coopération, en fait.
Parce que sinon, en fait, si on ne dit pas, on prive l'équipe de renseignements précieux. Parce que, en fait, un besoin non satisfait, c'est un besoin qui demande à être satisfait. Et du coup, un besoin qui, quand on se met à chercher à satisfaire les besoins, on devient créatif, on cherche des solutions et on améliore pour soi et pour les autres les processus de travail. On agit sur l'axe de l'efficacité et on agit sur l'axe de la relation. Parce que du coup, la personne se sent considérée, se sent inclue, et voilà. Donc, on agit vraiment positivement sur les deux axes quand on ose dire avec authenticité ce qu'on vit dans une équipe. Et comment on fait? Eh bien, on prend la responsabilité pour rester dans la bienveillance, on prend la responsabilité de tout ce qu'on vit. C'est-à-dire, un petit peu comme en communication non violente, on va éviter de dire tu, et on va dire je. C'est-à-dire, voilà, quand il se passe ça, eh bien, moi, je me sens comme ça parce que j'ai besoin de ça. Et du coup, voilà la proposition que je fais pour satisfaire mon besoin. Donc là, je le dis de manière très schématique, mais l'invitation en coopération, c'est vraiment d'oser dire les choses en authenticité, mais de les dire comment? De les dire en prenant la responsabilité de ce qu'on vit. Parce que ça ne peut jamais être remis en question. C'est toujours légitime, en fait, de dire, et ça à 100%, c'est 100% légitime toujours de dire « je vis mal quelque chose ». Parce qu'on en prend la responsabilité, parce qu'on parle de nous, parce qu'on témoigne de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on témoigne de notre vérité. Par contre, ça commence à devenir problématique dès qu'on commence une phrase par tu, parce que là, on est dans le déni de responsabilité quand on fait ça, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de prendre la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on est en train de rendre l'autre responsable de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc en coopération, il ne s'agit pas d'être parfait et de toujours réussir à parler en mode CNV parfaitement, etc. Mais petit à petit, d'essayer de toujours témoigner de ce qui se passe à l'intérieur de moi en toute authenticité, sans être dans l'accusation, le reproche, etc. Donc pour cela, il existe, donc là je vous en présente très rapidement deux, donc la communication non violente, l'outil c'est l'OSBD, observation, donc c'est, voilà, quand il se passe ça, donc j'essaie de décrire les faits neutres et de la manière la plus objective possible, voilà comment je me sens, donc là je parle de mes émotions, de mes sentiments, ça, par exemple, ça, je ressens de la frustration, je ressens de l'agacement, je me sens triste. Voilà, on ose parler de ses émotions. Et en fait, je me sens comme ça parce que j'ai besoin de ça. Donc, il existe une liste universelle des besoins. Enfin, il y a des formateurs CNV qui ont fait des listes de besoins, si vous voulez aller les voir. Et ensuite, je fais une demande concrète qui est une stratégie, en fait, pour répondre à mon besoin. Donc, soit c'est une demande de connexion, comment tu te sens avec ça, comment tu reçois ça, ou alors c'est une demande concrète, est-ce qu'on peut faire en sorte de respecter les horaires, s'il vous plaît, voilà, pour répondre à mon besoin. Donc ça, c'est OSBD. Et il y a le desk aussi, qui est un autre outil qui sert à s'exprimer avec authenticité et responsabilité. Donc le premier point, c'est à peu près la même chose, description des faits. Le deuxième, expression de son sentiment. Et là, dans le desk, on passe directement à la suggestion d'une solution. Donc cet outil, il va moins en profondeur à l'intérieur de soi que l'OSBD, mais il peut être plus facile à utiliser au quotidien. On suggère directement une solution et on présente les conséquences positives que cette solution aura pour tout le monde. Et ensuite, l'idée, c'est de ne pas imposer sa solution, bien sûr, mais c'est de décider ensemble de la solution qui conviendrait, qui dépasserait les limites de personne. Donc voilà deux exemples de processus qui peuvent être utilisés dans la communication pour s'exprimer avec authenticité et responsabilité. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Eh bien, on sort ou on évite d'entrer dans le triangle dramatique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire, voilà, on évite d'entrer dans cette position de persécuteur, de bourreau, où on va accuser l'autre, on évite de rentrer dans un rôle de victime, où on a l'impression que c'est la faute de l'autre s'il nous arrive ça, et on évite de prendre le rôle du sauveur qui va sauver la victime des griffes du persécuteur. Parce que ce triangle-là, quand vous regardez à peu près tous les conflits humains, on est dans ce triangle-là et ça génère de la souffrance. Donc c'est quasiment inévitable d'y passer, mais l'idée c'est d'essayer d'en sortir. Et le petit schéma avec la référence qui est en dessous explique bien comment on peut sortir de chaque posture et comment le persécuteur peut devenir challenger. C'est la personne qui va venir challenger une autre personne pour exprimer justement ses besoins, pour s'affirmer dans la relation, pour poser ses limites. Comment la victime va devenir créateur. Voilà, je suis conscient que je crée ma réalité et donc du coup, j'ose affirmer mes besoins, j'ose poser mes limites. Et le sauveur devient coach. Voilà, donc on peut soutenir une personne momentanément qui est en train de vivre quelque chose de difficile en lui apportant de l'écoute, en lui suggérant éventuellement des solutions, mais sans tout faire à sa place et sans devenir son sauveur.
enfin un outil d'intelligence collective pour favoriser l'expression de chacun. Eh bien, ça s'appelle les tours de piste et c'est assez simple à mettre en œuvre. Il faut qu'il y ait un animateur en fait qui anime ces tours de parole, donc en utilisant le pouvoir d'écoute, c'est-à-dire en ne se coupant pas la parole, chacun son tour en faisant des tours de parole, donc va s'exprimer. Donc, on va faire d'abord un premier tour de parole. Donc ça, c'est quand il y a une problématique qu'on cherche à résoudre en équipe. Eh bien, premier tour de parole, comment voyez-vous le problème? Donc là, chacun va exprimer son point de vue à lui et ses besoins à lui, sa manière, sa vision en fait des choses, très personnelle. Donc voilà, et chacun s'exprime et en même temps, chacun écoute les points de vue de tous les autres. Ensuite, on va faire un deuxième tour de piste. On va demander aux gens, enfin, on va demander à chacun, quelles sont vos premières idées, les premières pistes de solutions. Et là, en fait, les plus créatifs ont tout de suite presque une proposition à faire, où chacun va envisager comment trouver une solution à cette problématique en prenant en compte les avis de chacun. Voilà, et il peut y avoir plusieurs tours de parole. On peut faire plusieurs tours de parole parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'exprime, que tout le monde l'écoute, tout le monde est influencé par ce qu'il vient d'entendre et ça lui génère de nouvelles idées en tête. Et du coup, ça demande des fois à reprendre la parole pour exprimer. Et voilà. Donc, quand on a fait suffisamment de tours de parole, bon, ça ne sert à rien d'en faire 56, hein, mais 2 ou 3 suffisent, eh bien, l'animateur demande est-ce que quelqu'un a une proposition qui ne dépasserait les limites de personne, c'est-à-dire qui prend en considération tout ce qu'on a entendu. Et donc, c'est assez simple à mettre en œuvre et ça permet à chacun de s'exprimer, d'être entendu et d'activer l'intelligence collective puisque chacun écoute les points de vue de l'autre et se nourrit en fait de cet échange. Et ensuite, cette proposition, comment on la traite? Eh bien, idéalement en coopération avec l'outil de la décision par consentement que je vous présenterai tout à l'heure. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Est-ce que vous avez, par rapport à ce que je viens d'exprimer, donc en arrière, authenticité et responsabilité, est-ce que, par exemple, c'est des valeurs qui sont importantes pour vous? Est-ce que ça vous semble simple à mettre en œuvre ou est-ce que, au contraire, vous êtes souvent soit dans le non-dit, ne pas oser dire, par peur de froisser l'autre, par peur de créer des conflits, par peur de générer des problématiques? Ou alors, est-ce que vous avez tendance à dire de manière cash, ça va dépendre des profils de personnalité, de manière cash ce que vous pensez, et vous voyez que les gens s'en plaignent ou que ça génère une ambiance qui est parfois difficile ensuite, enfin voilà, une ambiance positive qui est difficile à retrouver. Voilà, est-ce que l'authenticité et responsabilité, ce sont des notions qui vous parlent, qui vous semblent faciles à mettre en œuvre, difficiles, inspirantes. Voilà, n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit dans le chat à partager vos réflexions. On va prendre 1 minute ou 2 avant de passer à la suite. Tout dépend du niveau de la discussion, effectivement. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, j'avais commencé à écrire et puis j'aime autant voilà, expliquer. Donc, moi, je disais que j'adhérais pleinement à ce principe, notamment d'authenticité. Et j'avais envie de dire que ma nature ne peut pas faire autrement. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est entre authenticité et transparence. C'est jusqu'où aller. J'ai pris un poste de responsable adjoint il n'y a pas très longtemps, sans de la hiérarchie et un poste de management fonctionnel. Et c'est vrai que du coup, en termes de positionnement, pour moi, ça ne peut plus être le même forcément qu'avant. Mais je ne peux pas changer qui je suis. Enfin, je ne veux pas changer non plus qui je suis. Donc, c'est plus une question de où s'arrête mon naturel et voilà, mon dynamisme. Et c'est ce qui me met en retour. Hein, c'est ce que les équipes me disent. Mais en même temps, comment trouver sa position pour être authentique sans... tout en trouvant voilà, sa position. Je ne sais pas comment le verbaliser. Mais moi, c'est quotidiennement, enfin en tout cas pour tâcher d'être meilleur, notamment envers l'équipe, c'est être sincère, mais ne pas trop en dire non plus, quoi. Ça dépend ce qu'il y a derrière ne pas trop. Moi, par exemple, si j'étais totalement transparente tout le temps, il y a plein de moments où je serais dans le jugement vis-à-vis de l'autre, en fait, où j'aurais envie de lui dire oh là là, tu me saoules, je trouve ça complètement nul ce que tu viens de dire. Enfin, si je laissais, en fait,
sortir tout ce qui me passe par la tête. Si on laissait tous sortir ce qui nous passe par la tête, je pense qu'il y aura beaucoup de jugement parce que c'est très humain et presque automatique, les jugements. Enfin, en tout cas, on en a beaucoup qui nous traversent l'esprit parce que c'est la toute première réaction automatique qu'on a en général quand on a un besoin qui est non satisfait. Moi, pour moi, la transparence, c'est vraiment important, mais encore une fois, les mots, c'est des valises et on met vraiment ce qu'on veut à l'intérieur. Mais pour moi, l'idée, en fait, c'est de témoigner en toute authenticité de ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais pas n'importe comment, en prenant la responsabilité de ce qui se passe et justement, comme j'ai expliqué avec les outils, de témoigner ben, voilà ce qui se passe, voilà la situation. Là, je viens d'entendre ça. Je viens d'entendre cette phrase, ou je viens de recevoir ce mail, ou je viens de constater ça. Et ben voilà ce que ça me fait à moi. Je ressens de l'agacement, je ressens de la frustration, je ressens de la colère, je ressens... enfin voilà, il peut y avoir... où je me sens profondément déçue. Et du coup, ben, je me rends compte qu'en fait, j'ai besoin de considération, ou j'ai besoin d'efficacité, là, j'ai besoin... enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de besoins qui peuvent être en jeu. Et l'idée, c'est d'aller contacter, justement, d'essayer de voir bah, de quoi moi, tout de suite, là, j'ai besoin pour me sentir mieux avec ça. Et ensuite, bah, concrètement, voilà ce que je propose. Et ensuite, avec l'équipe, ou alors on lance les tours de parole, comme je viens de dire. Donc voilà, il se passe ça. Moi, je suis pas très bien avec ça. Je viens de lire ce mail, je viens d'avoir cette nouvelle. Donc du coup, maintenant, bah, comment on voit les choses? Et là, on fait des tours de parole. L'idée, c'est de prendre la responsabilité. Pas d'être totalement transparent, parce que comme je disais, si on laisse... si on témoignait de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, ça nuirait à nos relations. Mais l'idée, c'est pas non plus de se retenir. Et voilà, quand il y a une insatisfaction, ça me paraît important d'en témoigner plutôt que de la retenir, en fait. Et encore une fois, on dit les choses, mais pas n'importe comment, parce qu'on tâche de prendre soin de la relation pour justement continuer à toujours créer de la sécurité, en fait, dans les relations. Je dis pas que c'est simple, et il y a plein de fois où on n'y arrivera pas, collectivement, relationnellement, mais du coup, l'idée, c'est de rattraper derrière, de dire ah oui, ok, j'ai dit ça, et je vois que on peut aussi donner de l'empathie à une personne, c'est-à-dire une personne qui, voilà, on vient de dire quelque chose, on voit que ça lui va pas du tout. Eh bien, ok, je vois que quand je dis ça, toi, tu te sens comme ça, est-ce que c'est bien ça? Du coup, est-ce que tu aurais besoin de ça? Et du coup, la prochaine fois, est-ce que je te propose, je réagirais plutôt comme ça, est-ce que ça te conviendrait? Voilà, on peut continuer toujours à justement essayer de créer des relations de confiance entre nous. Est-ce que, Émilie, ça répond à votre questionnement, ou est-ce que vous avez envie de partager un avis divergent ou autre? Non, complètement. Et ça fait du bien de réentendre, justement, même si le desk, effectivement, je l'avais vu, mais c'est important de le réentendre régulièrement. Donc, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à vous pour le témoignage. Je vais regarder un petit peu les commentaires. L'OSBD est un bon outil, pas toujours facile à mettre en place, effectivement. C'est pour ça que je propose également le desk en formation, parce que il me semble plus rapide et facile à mettre en place. Ça ne veut pas dire de ne jamais aller contacter son besoin, parce que c'est vraiment puissant de réaliser le besoin qui est en jeu dans une situation inconfortable. Mais effectivement, ça demande du temps et ça demande une introspection qui, parfois, dans le speed du quotidien, n'est pas toujours possible. Utiliser le jeu, cela ne nous positionne pas en position de victime. Ah, bonne question intéressante, merci. Effectivement, on peut utiliser le jeu et être totalement dans une position de victime. Je souffre à chaque fois que tu fais ça. Enfin voilà, on peut tout à fait être dans une position de victime, mais c'est pas. En fait, c'est aussi ce qui va suivre derrière le jeu. Et si on prend vraiment la responsabilité de ce qu'on vit sans incriminer l'autre, eh bien, on n'est pas dans une position de victime, justement. Alors, pour moi, le triangle de Karpman, l'idée, c'est pas forcément de l'éviter. C'est d'en sortir, en fait, parce qu'on passe toujours. Quand on est insatisfait, quand on vient de se prendre un petit scud, enfin, ce qu'on vit comme un petit scud par un collègue, par exemple, ou on vient de lire une nouvelle et ça nous fait, voilà, vraiment, on est mal avec ça. Eh bien, tout de suite, on va se sentir victime de la situation. C'est automatique et c'est naturel, en fait, comme comportement chez tous les êtres humains. Mais l'idée, c'est de sortir de cette position peu à peu en se disant, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la situation? Et maintenant, qu'est-ce que ça me fait? Et ensuite, qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Voilà. Et peu à peu, progressivement, j'utilise chaque élément, enfin, chaque morceau de ma vie, en fait, qui soit confortable ou inconfortable, pour générer encore plus de confort, justement, relationnel pour moi, ou encore plus d'efficacité dans l'équipe.
travailler la forme de ses propos, gagner en assertivité. Merci pour le partage de cette notion. Effectivement, l'assertivité, c'est une notion qui m'est très chère. Il y a un petit, bon, je ne vais pas détailler, mais il y a une petite phrase qui détermine bien qui définit bien l'assertivité, c'est ni hérisson, ni paillasson, ni polisson. Donc, dans mes relations avec les autres, j'essaye de ne pas être un hérisson, c'est-à-dire de ne pas accuser l'autre, justement, voilà, de ne pas déverser sur lui ma colère, par exemple. Ni paillasson, c'est-à-dire je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Si j'ai une limite à poser, je la pose. Et ni polisson, c'est-à-dire je ne cherche pas à être un stratège pour arriver à mes fins et dans la manipulation de l'autre. Voilà. Mais par contre, je suis assertif, c'est-à-dire j'exprime mes besoins, mes limites, en toute authenticité, en prenant la responsabilité de ce que je vis et en respectant aussi la réalité de l'autre. Comment faire un desk qui sonne naturel? Car parfois, en voulant s'y conformer, les formulations sont peu naturelles, guindées. Non, la question n'a pas été abordée. Ah, cette question du naturel, j'en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est souvent une crainte. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas grave si on n'est pas naturel. Ou alors, on peut prévenir la personne. Là, en fait, on est face à une situation problématique. Je vais utiliser un outil que je connais d'intelligence collective qui va nous permettre tous les deux de trouver une solution là. Donc, voilà, première étape, on va décrire les faits. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est d'accord déjà sur les faits? Ensuite, voilà, on va exprimer chacun ce qu'on ressent. Donc, moi, par rapport à cette situation, voilà comment je me sens. Et toi, tu te sens comment? Ok, super. Maintenant, quelle solution on peut trouver? Est-ce que tu en as une? Oui. Ou alors, est-ce que moi, j'en ai une? Oui, j'en ai une. Enfin, voilà, et on exprime une solution. Et ensuite, ce serait quoi les conséquences positives pour chacun d'entre nous? Et voilà, et du coup, voilà, en osant dire qu'on utilise un processus, moi, de plus en plus, je le fais, hein, très clairement. Voilà, on va utiliser un processus parce que les processus, c'est bien... effectivement, ça peut paraître pas naturel, mais on a vu tout à l'heure dans le schéma de la coopération, en fait, quand on est dans le naturel, ce qu'on appelle le naturel, eh bien, en fait, on est dans des automatismes, et ces automatismes, souvent, ils créent des problématiques relationnelles, en fait. Donc, du coup, oui, on passe par un moment où on n'est pas naturel, mais au bout d'un moment, quand on ose affirmer justement son leadership coopératif et quand on ose proposer des processus comme ça d'intelligence collective, de discussion, pour pouvoir s'exprimer, s'écouter, etc., eh bien, au bout d'un moment, ça devient une habitude quand on le fait et quand on le refait et quand on le refait, et ça devient naturel, en fait. Voilà. Moi, avec certains de mes collègues, consultants, formateurs, maintenant, c'est tout à fait naturel d'utiliser chacun des processus qu'on utilise. Ça, c'est devenu notre langage, en fait. Donc, je dirais que ce qui ne sonne pas naturel, c'est juste une étape. Et au bout d'un moment, ça devient naturel. Oui, par contre, que certaines personnes le prennent pour de la manipulation. Effectivement, hein, il y a beaucoup de freins, et je le vis moi aussi dans mes accompagnements. Il y a des personnes qui sont très motivées et d'autres qui, au contraire, sont beaucoup dans la crainte. Moi, en général, ce que je propose, c'est que je demande un mandat. C'est-à-dire, je dis, je connais un outil, j'aimerais l'utiliser parce que vraiment, j'y crois à cet outil, je l'ai déjà expérimenté, et voilà, et je pense vraiment que ça va nous faire du bien. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise cet outil pendant 3 réunions, et on voit au bout de 3 réunions, on évalue, on voit ce que ça fait. Là, en fait, souvent, ça fait fondre pas mal de résistance parce que les personnes se disent, on ne va pas m'imposer quelque chose que je n'ai pas envie de vivre. On me propose de tester quelque chose et on me propose aussi de dire stop si jamais ça ne me convient pas. Et donc, ça permet d'expérimenter. Et en général, ce qui se passe, c'est que si c'est bien animé, si la personne connaît bien le processus, c'est bien, ça convainc les personnes. Et même s'il y a une personne qui résiste, voilà, il va bien voir l'enthousiasme des autres. Et même s'il a encore des résistances, il va accepter. Et dans ce cas-là, on peut reproposer un mandat. Je propose, on essaye pendant 3 mois, du coup. Et on voit, au bout de 3 mois, on fait un bilan. Et on voit... voilà, ça permet de ne pas juste imposer quelque chose à une personne, mais de lui proposer sous forme de test et qu'elle puisse dire ça. Ensuite, on fait une vraie évaluation. Que la personne puisse dire ça me plaît ou ça ne me plaît pas, en fait, en toute authenticité. Avec plaisir. Je vais continuer parce que je vois le temps qui passe et comme tous les extravertis, je parle beaucoup, beaucoup. Alors, partage d'écran. Ah si, je suis toujours en partage d'écran, en fait. Delphine, vous me confirmez? Oui, ok, super. J'avais pas vu. Alors, donc, sur le pouvoir d'expression. Ensuite, je me remets du temps. Pouvoir de proposition. Donc, c'est le 3e des 5 super pouvoirs du leader coopératif.
Donc, on crée un cadre de sécurité. Donc, on est en train de créer notre cadre de sécurité pour faire en sorte que chacun se sente en sécurité les uns avec les autres dans un groupe pour pouvoir activer l'intelligence collective, créer de la coopération et donc ensemble se sentir mieux dans nos relations et être plus efficace. Parce qu'on a vu que la coopération, c'est 1 + 1 = 3, donc on arrive à des meilleures solutions en intelligence collective. Et donc, pour ça, on va doter chacun dans le groupe d'un pouvoir de proposition. Donc presque ça va plus loin que le pouvoir d'expression. Le pouvoir d'expression, c'est vraiment se permettre de dire quand ça ne fonctionne pas, mais ensuite l'idée c'est de faire quelque chose avec les insatisfactions. Exprimer une insatisfaction, déjà ça soulage énormément la personne, ça informe les autres, ça nous permet d'être créatifs, etc. Mais l'idée c'est de dire s'il y a une insatisfaction, c'est qu'il y a un problème à résoudre. Et donc comment on va résoudre ce problème? Eh bien, on va prendre des décisions ensemble, et les décisions, ça part toujours d'une proposition. Donc déjà, pour que chacun puisse faire des propositions, il faut que chacun sache très clairement où pouvoir faire ses propositions. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un espace qui soit clairement identifié, un ou plusieurs espaces d'ailleurs. Ça peut être, tout bêtement, une boîte à suggestions, voilà, où chacun peut écrire des idées pour améliorer le fonctionnement global ou le fonctionnement très précis d'un processus, etc. Et cette boîte à suggestions, il faut régulièrement l'ouvrir et la lire ensemble et traiter chacune des propositions, en fait. Voilà, ça c'est vraiment important. En coopération, en général, ce qu'on fait, c'est que, eh bien, on fait justement ces fameux tours de parole dont je vous ai expliqué les tours de piste tout à l'heure. Et surtout, en fait, on a... Bon, là, je vais essayer de passer rapidement sur la sociocratie, mais en sociocratie, ce qui est très important, c'est qu'on distingue le stratégique de l'opérationnel. Le stratégique, dans une équipe, on prend toutes les décisions stratégiques ensemble. C'est-à-dire toutes les décisions qui vont impacter toute l'équipe, on les prend ensemble en intelligence collective. Et ensuite, l'opérationnel, c'est la mise en œuvre du stratégique. Et ça, chacun a son job et chacun fait son job et chacun prend ses propres décisions en fonction des décisions stratégiques qu'on a prises ensemble. Et donc, du coup, on différencie dans les types de réunions en équipe, les réunions stratégiques des réunions opérationnelles. Les réunions opérationnelles, c'est juste des réunions de coordination où le manager vérifie on en est où, qui a fait quoi, ok, tu n'as pas avancé, tu as besoin de quoi. Enfin voilà, le manager en soutien, le manager leader coopératif, il est en soutien à son équipe et il est là pour vérifier de quoi tu as besoin pour bien faire ton job. Les réunions stratégiques, c'est des réunions très spécifiques où justement on amène des propositions et ensuite on les traite et on prend des décisions ensemble. Ces propositions, elles ont des critères. Voilà, en général, on amène un contexte, on détaille la proposition le plus possible, on amène également un argumentaire pour expliquer pourquoi on fait telle proposition, à quelle problématique ça répond, quelle problématique on cherche à solutionner. Et du coup, il y a des réunions spécifiques pour ça. C'est-à-dire, chacun sait que dans ces réunions-là, il va pouvoir amener des propositions pour pouvoir satisfaire un besoin qui lui est propre ou un besoin lié à l'équipe ou résoudre une problématique. Donc voilà, donc c'est important. Voilà, c'est pas juste dire vous pouvez faire des propositions, c'est dire vous pouvez faire des propositions tel jour, telle heure, dans tel espace, dans tel endroit, ou alors si on veut utiliser, comme je disais, les boîtes à idées, ben voilà, la boîte à idées elle est là, et dans telle réunion, on va ouvrir la boîte à idées et on va les traiter les unes après les autres. En tout cas, voilà, ça me paraît vraiment important que chacun sache où il peut faire des propositions. Donc là, c'est le cercle en coopération, en sociocratie. C'était juste pour figurer que justement, il y a en sociocratie, on fonctionne en cercle, et ce sont les cercles qui prennent justement les décisions stratégiques, et où c'est dans ces cercles qu'on peut faire des propositions qui seront ensuite traitées par consentement, avec la décision par consentement. Et donc, dans un cercle, eh bien, il y a toujours le responsable exécutif, donc le manager, le coordinateur, enfin voilà, peu importe le nom qu'on lui donne, en tout cas, c'est le responsable de l'opérationnel, de la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises. Il y a toujours un animateur qui n'est pas le responsable. Donc, en coopération, on fait en sorte que le manager ne soit pas l'animateur du cercle. Et l'animateur, il est élu avec un processus qui s'appelle l'élection sans candidat, où c'est le groupe, en fait, qui va nommer la personne qu'il estime être la meilleure personne pour jouer ce rôle de l'animateur. Et il y a un secrétaire qui va prendre en note toutes les décisions prises et tout le monde y aura accès tout le temps. Là, le principe de transparence, on en parlait tout à l'heure, en sociocratie, il est très important. Dans une organisation sociocratique, tout le monde a accès à toutes les décisions prises dans tous les cercles, en fait, à tout moment. Et un rôle spécifique également aux organisations sociocratiques, c'est le second lien. En fait, il y a toujours
Dans un cercle de niveau inférieur dans la hiérarchie, il y a toujours 2 personnes qui assistent toujours à toutes les réunions du niveau supérieur. Le responsable exécutif du cercle de niveau B et le second lien, qui va également assister à toutes les réunions du cercle de niveau A. Et à chaque cercle, on retrouve un animateur, un secrétaire, l'animateur n'est jamais le responsable exécutif du cercle. Bon, là, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y aurait beaucoup à en dire sur le fonctionnement sociocratique, mais c'est pour expliquer que voilà, ce sont ces réunions de cercle qui vont permettre de faire des propositions, enfin que chacun puisse, dans le cercle, puisse faire des propositions pour résoudre les problématiques. Et donc, en permettant à chacun d'avoir un pouvoir d'expression et un pouvoir donc de proposition, de faire des propositions, on rentre dans des relations adulte-adulte. Ça, c'est les états du moi de l'analyse transactionnelle. Donc, les relations qui souvent vont être problématiques et qui vont se retrouver ensuite dans le triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur, ce sont les relations parent-enfant, où il y a une personne qui va soit rappeler la norme, soit avoir un rôle de sauveur un peu trop nourricier, et en face, des personnes qui vont plutôt adopter un rôle d'enfant, se conformer, voire se soumettre, ou s'opposer, voire se rebeller aux normes du persécuteur en général, enfin du parent normatif, ou alors l'enfant libre qui ne veut pas respecter les contraintes du groupe et qui agit de manière un peu trop égocentrée. Donc voilà, donc, encore une fois, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est pour dire que la coopération favorise des relations adulte-adulte, où en fait on va pouvoir se dire les choses en toute authenticité, on va avoir la possibilité de s'exprimer, on va s'écouter les uns les autres, faire des propositions et avoir un pouvoir d'objection également, qui est le pouvoir juste après, que je vais présenter maintenant. J'avance un petit peu avec le timing. Donc le pouvoir d'objection, 4e pouvoir de la coopération, du leader coopératif, et qui découle de la décision par consentement, qui est un outil fabuleux pour prendre des décisions ensemble en intelligence collective. Donc très rapidement, la décision par consentement, ça se déroule comment? Donc c'est toujours animé par un animateur qui invite le porteur de proposition, donc la personne qui a utilisé son pouvoir de proposition et qui arrive avec une proposition. Donc une proposition, ça peut être élaboré à plusieurs, hein, mais en tout cas, il y a toujours un porteur de proposition qui va énoncer la proposition. Ensuite, l'animateur va animer des tours de parole, donc d'abord un tour de questions de clarification, parce qu'en coopération, on vérifie d'abord qu'on se comprend avant de réagir à une proposition, et donc du coup, on invite chacun à poser des questions pour clarifier, pour mieux comprendre la proposition. Ensuite, on fait un tour de réaction où chacun peut dire ce qu'il pense de la proposition, ce qu'il n'aime pas, ses idées, ses suggestions d'amélioration, etc. Ensuite, l'animateur revient vers le porteur de proposition pour lui demander « Est-ce que tu veux amender ta proposition, donc l'améliorer, la modifier? Est-ce que tu veux la retirer ?» Ça peut arriver quand les tours de réaction étaient très négatifs. On se dit « Bon, bah, ok, c'est pas mûr, on va la retravailler. » Ou alors maintenir la proposition telle qu'elle, parce que les tours de réaction, au contraire, ont été très positifs et il n'y a rien à améliorer. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois que le porteur de proposition amende, amende ou maintient sa proposition, eh bien, on va demander aux personnes, est-ce que vous avez une objection? Et donc, c'est là qu'on leur demande d'utiliser ce fameux pouvoir d'objection. Et une objection, ce n'est pas n'importe quoi en coopération. Dire, par exemple, je ne suis pas d'accord avec la proposition, ce n'est pas une objection. Parce qu'on peut ne pas être d'accord parce qu'on a soi-même une autre idée. Mais ça, ce n'est pas une objection, en fait. Avoir une autre idée, c'est éventuellement une autre proposition, mais ça ne veut pas dire qu'on a une objection à la proposition. C'est quoi une objection en coopération? C'est un non argumenté. C'est de dire pas j'aime pas, ou par principe je suis pas d'accord, ou j'ai peur que, ou je préférerais que. Tout ça, ce ne sont pas des objections. Une objection, c'est j'ai des arguments que je peux avancer et qui prouvent que si on adopte cette proposition, ça va avoir des conséquences fâcheuses, soit sur moi, soit sur une autre personne, soit sur un groupe de personnes, l'équipe en entier par exemple, soit sur l'organisation. Ou alors, j'ai des arguments qui montrent que là, si on fait ça, on va à l'encontre des objectifs de l'entreprise, par exemple. Dans ce cas-là, on n'a pas à prendre une décision qui va à l'encontre des objectifs généraux de l'entreprise. Donc voilà, une objection, c'est un non argumenté. Et des fois, en fait, la question des conséquences fâcheuses, elle est un peu sensible. C'est-à-dire, voilà, quelles conséquences fâcheuses véritables ça a sur moi? Et est-ce que je dois les affirmer ou est-ce qu'au contraire, je dois un peu lâcher? Parce que la question du lâcher-prise, elle est importante en coopération. On lâche prise sur vouloir imposer son idée, on lâche prise sur pas mal de choses.
Et du coup, ce petit schéma, moi, je l'ai dans ma tête, en interne, et il m'aide à savoir est-ce que je suis vraiment dans une objection ou est-ce que, au contraire, je suis en train de sortir de ma zone de confort et c'est juste inconfortable temporairement. Donc, une objection, c'est ce qui est en bas. C'est en rouge, c'est les limites à faire respecter. Mes valeurs profondes, si ça va vraiment à l'encontre de ma personnalité, s'il y a des limitations humaines, c'est-à-dire c'est plus possible, je ne peux pas faire plus d'heures, je suis, voilà, sinon ça va être le burn-out, quoi. Les limites matérielles, ben non, on n'a pas le budget, point. Ça, c'est une objection, en fait. Voilà, en général, ces limites-là, la question à se poser, c'est si on continue à faire comme ça, est-ce que l'inconfort va être grandissant? Si la réponse, elle est oui, on est clairement dans une objection. Et là, on a le droit de dire en coopération, là, j'ai une objection. Si on fait ça, ça ne va pas être bon pour moi. Et donc, du coup, je ne veux pas. Enfin, c'est pas possible, j'ai une objection, en fait. Et cette objection, elle est toujours prise en considération en coopération. Et parfois, en fait, on sent que c'est inconfortable, la proposition qui est en train d'être amenée, mais en vérité, c'est un inconfort qui est juste temporaire. On a juste besoin d'un peu de temps pour se faire à ça, de dépasser peut-être certaines peurs qui sont un peu irrationnelles, ou de modifier des croyances qui sont limitantes sur ce qu'on pense de la situation, etc. De dépasser certaines limites, et petit à petit, en fait, de gagner en confiance et d'apprendre de nouvelles choses. Et enfin, voilà, d'entrer dans la magie de la vie, c'est-à-dire, voilà, à chaque fois qu'on développe une nouvelle compétence, on a une nouvelle version de soi-même et c'est très, très agréable et confortable pour nous-mêmes et pour les autres. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment une question à se poser de soi à soi tout le temps, quand on a une objection à poser ou pas, se dire, est-ce que je vais dans le rouge? Et là, clairement, il faut que je dise stop de manière très claire et que je fasse en sorte que ce soit entendu. Ou alors, est-ce que là, je peux accepter de passer par un inconfort temporaire qui va m'amener vers quelque chose de vraiment agréable, en fait, au final, de stimulant, qui va me permettre de développer des compétences. Et ça, il n'y a que soi-même qui puisse répondre à la question. On peut accompagner un collègue dans ce questionnement, mais c'est toujours la personne elle-même qui a la réponse à cette question. Et je vais terminer avec le pouvoir de solidarité, et après, je vous donnerai la parole pour les dernières minutes. Le pouvoir de solidarité, en fait, tout simplement, c'est de mettre en œuvre les 4 premiers pouvoirs. Le pouvoir d'écoute, c'est à moi de faire en sorte d'écouter l'autre et de m'écouter moi. Le pouvoir d'expression, c'est à moi de faire en sorte de m'exprimer avec authenticité et en prenant la responsabilité de ce qui se passe chez moi. Le pouvoir de proposition, c'est à moi de faire en sorte de faire des propositions, de savoir où les faire et d'oser faire des propositions pour améliorer le fonctionnement du groupe, par exemple. Le pouvoir d'objection, c'est ma responsabilité de poser mes limites si elles sont en train d'être dépassées. Ou de vérifier est-ce que là, de manière temporaire, je peux accepter un inconfort qui m'amènera à développer des compétences. Donc les 4 premiers pouvoirs, c'est vraiment à moi-même de les développer. Le 5e pouvoir, il va relier tous les individus dans un groupe. C'est-à-dire que grâce au pouvoir de solidarité, on va faire en sorte que chacun puisse développer son pouvoir d'écoute, d'expression, de proposition et d'objection. En gros, le pouvoir de solidarité, c'est quoi? C'est aider autrui à quoi? À respecter ses besoins et ses limites. Mais comment? Pas n'importe comment, en fait, dans la limite de mes limites. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans cette position de sauveur, justement. La solidarité, c'est pas être sauveur. C'est pas tout faire pour l'autre. C'est j'ai envie de contribuer à la satisfaction de tes besoins. J'ai envie de respecter tes limites, si tu les poses. Mais on va faire ça ensemble. C'est-à-dire, je vais faire ça en vérifiant que moi-même, je ne suis pas en train de dépasser une limite. Et donc, c'est toujours ce jeu en coopération, en intelligence collective, de trouver toujours pas la meilleure solution, parce qu'il n'y a jamais de meilleure solution, il y en aura toujours une meilleure demain parce qu'on aura une autre idée, mais de trouver la solution du moment qui fait en sorte d'inclure et d'intégrer les besoins et les limites de tout le monde, en fait. Et c'est ça qui prend du temps. Effectivement, ça prend du temps, c'est beaucoup de tours de parole, c'est beaucoup de temps à chercher ces solutions, mais tout le temps qu'on passe en intelligence collective, en coopération, en tant que leader coopératif, tout le temps qu'on passe à trouver la solution qui va intégrer tous ses besoins et ses limites, eh bien, c'est du temps qu'on va gagner derrière parce que la solution qu'on va mettre en œuvre, elle sera facilement appliquée par chacun parce que chacun aura été pris en considération. Et en fait, quand on prend une décision à la va-vite, comme on fait souvent parce qu'on est speed, parce qu'on a des objectifs à atteindre, des échéances à respecter, etc., eh bien, malheureusement, souvent, ce qui se passe, c'est que ça engendre des problématiques qui, derrière, il va falloir traiter. Ça engendre des conflits, ça engendre des problèmes très opérationnels auxquels on n'avait pas pensé parce qu'on n'a pas pris le temps d'y penser en amont et qu'ensuite, il va falloir résoudre. Et en fait, au final, on perd beaucoup plus de temps, en fait, finalement, à résoudre plein de problématiques, alors que si on prenait le temps de se poser pour les décisions stratégiques, pas toutes les décisions, mais les grandes décisions stratégiques, de se poser
d'écouter chacun dans son point de vue et par consentement, de trouver la solution qui inclut les besoins et les limites de chacun, eh bien, au final, on est plus productif, en fait, sur le long terme. Et cela s'oppose, donc là, je reviens aux besoins de solidarité, et c'est la dernière slide. Être solidaire avec quelqu'un, c'est être solidaire avec ses besoins, mais pas forcément avec les stratégies qu'il nous propose. C'est-à-dire que quelqu'un peut nous proposer une stratégie qui ne nous convient pas du tout, en fait, qui dépasse nos limites. Mais dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de chercher à savoir quel est le besoin derrière cette stratégie. Et donc, du coup, je continue à être solidaire avec ton besoin, mais là, la stratégie que tu me proposes, elle ne me convient pas. Et donc, dans ce cas-là, on va chercher juste une autre stratégie pour répondre à ce besoin. Et moi, je dis souvent, il y a à peu près 80 000 stratégies pour un seul besoin. Donc, du coup, il suffit juste de faire appel à la créativité. Et ça demande à chacun de ne pas rester accroché à sa stratégie, mais à être ouvert à la possibilité de trouver une autre stratégie pour répondre à ce besoin. Et voilà. Et maintenant, je vous laisse la parole pour poser vos questions ou témoigner, si vous voulez, témoigner par rapport aux 3 besoins là, que je viens de présenter, le pouvoir de faire des propositions, le pouvoir de poser une objection pour respecter ses limites personnelles, et enfin le pouvoir de solidarité, être solidaire avec les besoins et non pas avec les stratégies. Enfin, on peut être solidaire avec une stratégie si elle nous convient, mais si elle ne nous convient pas, et bien dans ce cas-là, on en trouve une autre. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions par rapport aux 3 derniers besoins? Ou alors j'ai dit trop de choses et ça vous laisse dans la réflexion. N'hésitez pas à dire hein, si les ateliers de co-développement, tout à fait, c'est génial le co-développement, ouais, pour aider un groupe à proposer des solutions face à une problématique. Est-ce que c'est facile, par exemple, pour vous d'utiliser votre pouvoir d'objection, de poser des limites vis-à-vis d'une stratégie, vis-à-vis d'une proposition qui est faite ou vis-à-vis d'un fonctionnement, même s'il est très ancien? Des fois, c'est difficile d'oser dire, en fait, effectivement, ça fait longtemps qu'on fonctionne comme ça, mais en fait, moi, ça ne me convient pas du tout. Ça dépasse clairement mes limites, ça m'emmène dans le rouge. Est-ce que c'est facile pour vous? Ou au contraire, est-ce que c'est difficile? Vous n'osez pas? Est-ce que là où vous travaillez, il y a les espaces pour, justement, faire des propositions, poser des objections? Ça dépend des profils que j'ai en face de moi, effectivement. Il y a toujours la question de l'adaptation dans le relationnel. Ça peut être plus ou moins simple de s'exprimer. Si en face, on a une personne qui est à l'écoute ou alors une personne qui est elle-même activée dans ses émotions ou si une personne qui nous coupe la parole tout le temps. Et ça, effectivement, il y a des environnements, des contextes qui sont plus favorables. Eh bien, je ne vois pas de questions apparaître. Chez Germe, le fonctionnement holacratique nous permet d'être dans cette dynamique plus facilement. Effectivement, l'holacratie, c'est également une méthode de gouvernance comme la sociocratie, qui est apparue après la sociocratie et qui est inspirée de la sociocratie, mais avec toute la partie opérationnelle beaucoup plus détaillée et qui est très intéressant également. Je connais moins l'holacratie que la sociocratie, mais on est dans la même dynamique. Ouais. Face à certaines personnes, on peut s'exprimer, mais cela n'est pas forcément entendu ensuite. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par entendu, mais en tout cas, moi, je remarque aussi que c'est pour ça que j'ai insisté sur créer des espaces pour pouvoir faire des propositions, parce que des fois, on peut dire qu'on est insatisfait, on peut être entendu, effectivement, mais derrière, l'insatisfaction, elle n'est pas traitée réellement. Il n'y a pas d'espace pour pouvoir faire des propositions concrètes, et donc on n'avance pas, en fait, et les dossiers restent en suspens, on continue à dire que ça ne fonctionne pas, on continue à dire qu'on est insatisfait, mais en fait, ça perdure et ça perdure. C'est pour ça que c'est très important en coopération de créer des espaces où on va pouvoir faire des propositions et régulièrement, par exemple, une fois par mois, une réunion où, bon ben voilà, on part des problématiques, entre 2 réunions, on élabore des propositions et en réunion, on les traite et ensuite on les met en œuvre, en fait, ces nouvelles propositions. Et donc, ça permet que chacun se sente considéré dans ce qu'il a à dire, dans ce qu'il a à amener, et donc de pouvoir incarner son rôle de leader coopératif.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer? Pourra-t-on disposer du support? Oui, tout à fait, je l'enverrai. Ouais. Delphine m'avait demandé en début juste avant le webinaire, et effectivement, je l'enverrai, ouais, avec plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, ou il y a Joanne qui a fait un grand commentaire juste au-dessus, juste avant la question du support. Merci. On constate souvent une problématique de vocabulaire non partagé. On ne parle pas exactement le même langage, tout à fait. Problème, si l'on pose de définir le vocabulaire, on peut nous dire « Oh ben non, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble, on sait de quoi on parle. » Alors que dans les faits, on constate que non. Avez-vous déjà fait face à cette problématique de vocabulaire-langage, parfois entre métiers différents? Comme je disais tout à l'heure, effectivement, les mots, c'est des valises, et dans des valises, on peut mettre plein de choses. La question de vocabulaire, effectivement, elle est compliquée. Moi, quand j'accompagne un groupe, j'attire leur attention sur cette question du vocabulaire. Le langage commun, la culture commune, c'est vraiment très important pour créer de la coopération. Parce que si on n'utilise pas les mêmes mots pour parler des mêmes choses, ou si pour parler des mêmes choses, on utilise des mots différents, c'est compliqué, en fait, du coup, de communiquer, et donc c'est compliqué de coopérer. Donc, parmi les propositions qui peuvent être faites, si on constate que dans le langage, on ne parle pas de la même chose, ou qu'il y a des problématiques par rapport à ça, ça peut être une proposition de faire, de dire, on va faire un travail pour créer une culture, enfin voilà, vraiment un langage commun, et tout un travail sur le vocabulaire qu'on emploie, quand on utilise ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on peut un jour faire une réunion pour créer une définition commune, par exemple, en faisant des tours de parole et en faisant une décision par consentement. Enfin, il y a plein d'outils de créativité, d'intelligence collective qui existent pour... Et ensuite, ces définitions communes, elles sont affichées, elles sont mises dans un espace où chacun peut y avoir accès, et on utilise ces mots-là. Enfin, encore une fois, on est toujours sur... Il y a plein d'idées pour mettre en place des choses pour créer de la coopération. Le point le plus sensible et le plus compliqué, c'est cet aspect du changement. Effectivement, on n'est pas tous... on ne réagit pas tous de la même manière au changement. Il y a un petit livre qui a volé mon fromage ou qui a piqué mon fromage, je vous invite à lire, qui est vraiment génial sur le changement. Avec alors les souris, c'est Flair et Flèche qui vont vite dans le changement, qui adorent le changement. Et je ne sais plus, c'est le nom des deux autres souris qui... je ne sais plus. En tout cas, il y a deux souris qui sont vraiment résistantes au changement, et on voit toutes les problématiques que ça engendre dans leur vie pour elles d'être résistantes au changement. Mais en tout cas, c'est quelque chose... Il y a des gens qui ne veulent pas changer, parce que pour eux, la sécurité, c'est le fait de ne pas changer, justement. Et ça, c'est vraiment OK, on peut donner de l'empathie à ces personnes-là, et en fait, essayer de leur dire qu'on va y aller lentement, leur demander... Moi, souvent, une question que je pose aussi, c'est quelles conditions tu voudrais poser pour bien vivre ce moment-là, en fait. Ah oui, il y a des personnes qui commencent à partir. Je vois Delphine qui dit merci à tous et bonne journée. En tout cas, voilà, c'est la question du vocabulaire. Oui, c'est très important. Créer un langage commun, c'est très important. Ça peut faire partie des propositions qui peuvent être amenées. Et ça va engendrer un changement. Et le changement, ça s'accompagne, en fait, en demandant aux gens de quoi ils ont besoin pour bien vivre ce changement. Voilà, je redonne la parole à Delphine, du coup, pour clore ce webinaire. Bien, merci Nathalie pour tous ces éclairages. C'est vrai que c'était aussi intéressant parce que vous avez donné plusieurs outils pour favoriser une bonne communication, etc. Donc, c'est bien, ça nous donne aussi des actions concrètes tout de suite à mettre en place pour améliorer la relation avec les autres. Donc, merci pour tout ça. Merci aussi à chacun d'entre vous parce que vous avez été nombreux à participer dans le chat et vous avez posé de nombreuses questions. Donc, c'est bien, Nathalie a pu y répondre et ça a complété sa présentation. Donc, merci à vous. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt.